Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour. Merci d'être là, invité de la grande interview ce matin. François-Olivier Gisbert, journaliste, écrivain et auteur de Histoire intime de la Ve République, tome 3, tragédie française aux éditions Gallimard. Il y avait un duel politique très attendu hier soir, un face-à-face entre le plus jeune Premier ministre de l'histoire, Gabriel Attal, et le très jeune président du RN, qui fait la course très largement en tête dans les sondages pour les européennes. Déjà sur le niveau du débat, comment est-ce que vous l'avez trouvé ? Formidable. Moi, j'étais complètement passionné parce que, si vous voulez, c'est la politique de demain. Ce sont, regardez quand même, Bardella, 28 ans. Vous avez vu la maturité, le sang-froid, la machine, etc. Et de l'autre côté, Gabriel Attal, 35 ans, beaucoup de brio, de facilité. Enfin, donc, vraiment, on a des politiques... Il n'y en a pas tant que ça. Regardez, quand on tourne, on se regarde... Débat de qualité. C'était un débat de deux qualités, avec deux personnages très différents, puisque je dirais vraiment Bardella jouait plus sur le calme, il avançait lentement, à sa façon, c'est une sorte de, je dirais, un grand camion ou un convoi exceptionnel, vous savez, sur les autoroutes là, qui déroule. Et puis de l'autre côté, Attal, j'aurais dit que c'était plus un drone, vous voyez, ouais. Un drone qui pique, qui brouille, qui attaque, etc. Et à l'arrivée... Il a cherché à le mettre en difficulté, notamment sur les sujets économiques. Qui avait un peu de mal, d'ailleurs, parce qu'il y a eu un moment où Bardella avait vraiment du mal, comme à chaque fois, d'ailleurs, j'ai remarqué, c'est sur l'Ukraine. Je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait en ligne avec Marine Le Pen là-dessus. Ça, c'est Ukraine et Russie. Ukraine et Russie, là c'était compliqué. Bardella a marqué des points. Et en même temps, lui, il a marqué des points sur l'immigration. Bardella, il a marqué des poins, je dirais, sur la migration. Et puis aussi sur le nucléaire. Attal a marqué des points sur la Russie. Ah, ça c'est clair. Oui. Qui a gagné ? Est-ce qu'il y a un gagnant ? Ça, c'est très compliqué parce que si vous poussez dans mes derniers retranchements, je dirais Bardella, mais en fait, j'ai l'impression qu'Attal aussi a gagné parce que, en fait, ils sont bons tous les deux. Et on sent qu'ils vont être là longtemps. C'est pour ça que c'était une très bonne idée. Alors, je comprends François-Xavier Bellamy, là, qui gueulait la suite de l'émission. Je ne sais pas si vous avez vu la suite. Il gueulait en disant, mais pourquoi c'est pas Valérie Hayé, pourquoi pas nous, ce qui est vrai, c'est tout à fait... Mais simplement, là, c'était un très joli coup politique, parce qu'on voyait les politiques de demain. Il n'y en a pas tant que ça, si vous voulez, quand on regarde en magasin. J'en vois pas trop à gauche, j'en vois pas trop à droite. Enfin, vous voyez, c'est une nouvelle génération. Attendez, ils seront là dans 20 ans. Est-ce que vous avez je ne serai pas là forcément pour voir ça, mais il y aura certainement une présidentielle un jour. Non, mais on se dit, parce qu'ils sont bons. Vous regardez, comment dire, vous voyez, le niveau où ils sont déjà, vous verrez dans 10-20 ans, parce que c'est des gens qui vont travailler, qui travaillent, et ils vont progresser encore. Et ils vont se bonifier a priori. Est-ce que vous avez vu les successeurs donc, de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron hier soir, très clairement ? Oui, enfin les deux... c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Gauthier, dans l'émission, c'est les deux, c'est clair qu'ils ont un problème. Bardella avec Marine Le Pen, même si, à mon avis, le problème est moins grave pour l'instant, mais il y aura certainement un problème à un moment donné, la politique étant ce qu'elle est. Et puis de l'autre côté... Un problème de concurrence au RN ? Oui. Et l'autre problème, c'est Attal et Macron. On voit déjà que ça va pas très bien, quoi, c'est clair. Jordan Bardella, 32% dans notre tout dernier baromètre Opinionway pour CNews Europe 1 et le JDD en termes d'intention de vote aux européennes. Il gagne 1 point en une semaine, 16% stable pour Valérie Hayé. Est-ce que le débat d'hier soir va faire bouger les lignes selon vous ? Je pense pas. Non, ça montre quand même la capacité de Bardella. C'est en ce sens-là, vous voyez, on peut dire qu'il y a peut-être un avantage, mais en même temps, parce qu'Attal, je pense qu'il y avait moins de doutes. C'est-à-dire, Bardella est quand même confronté à quelqu'un de très fort. Et il a tenu, et c'est ça qu'on retient, quoi. C'est-à-dire, il a tenu face à Attal, qui est quand même, une sorte de Mozart de la politique. Comment vous l'analysez, le succès de Jordan Bardella ? Qu'est-ce qui plaît aux gens, selon vous ? Il vient d'un milieu simple et populaire, il parle comme eux. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, ça, je pense, c'est la Seine-Saint-Denis, quoi. C'est un gosse de la Seine-Saint-Denis, sans mêler aussi, ça. Origine immigrée, donc du point de vue du Rassemblement national, c'est vrai que ça aussi, c'est important. Ça efface les tâches, si vous voulez, le passé, etc. Donc, je crois que oui, c'est ça. Et puis, il y a quelque chose, évidemment, moi, l'image qu'on garde de lui, c'est beaucoup de sang-froid, parce que le père Attal était à l'attaque tout le temps, sans arrêt. Ça, il n'a pas arrêté, quoi. Il tenait, quoi.
Dès ce matin, Gabriel Attal part sur le terrain pour faire des annonces sur la lutte contre la délinquance des jeunes, des mineurs, des mesures, notamment des courts séjours en centre fermé pour les mineurs délinquants et la comparution immédiate des mineurs délinquants déjà interpellés. Les mineurs délinquants, ça c'est l'un des sujets les plus irritants, la délinquance des mineurs chez les Français. Ah bah, je crois, oui. Bah, quand on vit, moi c'est mon cas, en province, c'est quand même un des sujets de conversation numéro 1. Il serait temps de s'y intéresser. Il y a peu de coins de France qui sont épargnés d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais il serait temps de s'y intéresser. Enfin, ce qui est incroyable, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Ces gens-là sont quand même au pouvoir depuis longtemps. Ils se réveillent, ils sont en train de découvrir le sujet. Bon, bah tant mieux, on est content. Mais enfin, ça donne le sentiment, si vous voulez, oui, on est sur une sorte de toboggan avec faut bien dire, un pouvoir qui gère pas, qui est complètement noyé, dépassé, débordé, qui réagit tout le temps. Il le gère pas ou c'est ingérable? Ah non, mais c'est gérable. Vous savez, moi je fais pas partie de ceux qui pensent que la France est finie, mais c'est insupportable d'entendre ça. La France, elle a été, comme disait De Gaulle, elle a toujours été refaite. La France, elle a ressuscité régulièrement. Là, je le disais, on est sur un toboggan. En termes de délinquance des mineurs, il n'y a pas des générations entières qui sont perdues parce qu'ils n'ont pas eu d'éducation, parce que les parents sont pas là et qu'on peut décider tout ce qu'on veut au niveau politique, ça changera pas beaucoup. Vous savez, la politique, c'est aussi des symboles. C'est-à-dire, si, par exemple, on avait un vrai président de la République, comme il y en a eu dans le passé, et même quand il faisait pas grand-chose, et qu'il dormait beaucoup, je pense... je ne veux pas citer des noms, mais enfin, ils n'étaient pas tous forcément très actifs. Mais il se réveillait de temps en temps. Vous pensez à celui et il reprenait la main. Et ça, j'ai vu... regardez Chirac, par exemple, sur le voile, brusquement. Enfin, sur plein de choses. Mitterrand, même chose. Et l'histoire, par exemple, de l'autorité, ça, c'est un vrai sujet. Comment dire, comment le refus d'obtempérer, comment est-ce qu'on peut accepter qu'il ne soit pas respecté? Comment vous avez d'ailleurs une partie de la population, mais qui est minoritaire évidemment, qui dit mais non, c'est pas grave, c'est très bien. Ça devient un jeu. Mais attendez, faut créer. Alors là, pour le coup, moi je suis pas pour faire une loi dès qu'il y a un fait divers, mais évidemment une espèce de peine incompressible quand on commet un refus d'obtempérer. Si la police vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Alors c'est vrai que quand ils sont pas armés comme en Grande-Bretagne, ils vous pourchassent avec leur bagnole et ils essaient de vous faire tomber. Et vous dites que c'est Emmanuel Macron qui devrait prendre ce problème à bras-le-corps et il le fait pas? Non, parce que c'est symbolique. C'est-à-dire que le refus d'obtempérer, je dis ça parce que c'est une chaîne, l'autorité, vous savez bien. Là, on assiste à une sorte d'effondrement et il faut pas tout reprendre en même temps. Il suffit d'un symbole déjà de sentir que, alors le refus d'obtempérer, effectivement, de toute façon, l'histoire des mineurs, ça c'est un problème qu'il faut régler parce que mais ça devrait être réglé depuis longtemps. Enfin, on entend ça depuis toujours. Déjà il y a 20 ans, il y a 10 ans. Et on a l'impression, là, enfin, on découvre le sujet. Gabriel Attal a rendu hommage hier aux agents de la pénitentiaire tués lors de l'évasion de Mohamed Amra. Est-ce que vous diriez qu'un nouveau cap dans l'hyperviolence a été franchi avec cette attaque dans l'Eure? On a tous vu les images. Non. Vous savez, franchement, il faut prendre du recul aussi. Oui. C'est ce que j'essaye toujours de faire. En ce moment, je suis sur un travail, vous voyez, Révolution française, etc. Franchement, la France, c'est un pays violent. C'est pas nouveau. Il y a souvent eu des choses comme ça. Enfin, c'est l'histoire de France. Attendez, c'est le pays de la Saint-Barthélemy aussi. Alors bon, faut pas tout mettre sur le dos de l'immigration. Je pense que l'immigration pose un problème très grave au pays parce que elle n'est pas gérée, elle n'est pas contrôlée. Ça c'est un fait. Mais en même temps, elle n'est pas responsable de tout. Alors c'est vrai que on peut dire sur la délinquance, il y a des chiffres, ça c'est clair. Mais il y a une espèce de tradition française là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut de l'autorité. Quand il y a, aujourd'hui, je parlais d'affaissement, d'effondrement, je pense qu'à un moment donné, il peut s'arrêter. Mais pour ça, il faut prendre des décisions. Et si vous voulez, l'histoire, par exemple, de Mohamed Amra, vous voyez très bien ce qui s'est passé dans sa prison. C'était le roi, tout le monde s'en foutait. Et c'est ça aujourd'hui. Il n'y a plus de règles. Il dirigeait. Il n'y a plus de règles. Mais oui, il dirige. Avec son téléphone. Et ça ne pose plus de problème à personne. Et c'est ça qu'il faut changer. Et ça se règle du haut en bas. Et ça commence par le haut. On donne l'exemple, on donne le là, et on dit c'est pas possible. La grande interview de Franz-Olivier Gisbert. Un mot de la Nouvelle-Calédonie, voyage du président de la République sous haute tension. Il a donné une interview à la télévision locale. Il dit qu'il ne faut pas que ce soit le Far West. Bilan de ce déplacement d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, selon vous, Franz-Olivier Gisbert, 0 Bah oui, pointé. bien sûr. Mais c'était un peu écrit. Je traduis pour les auditeurs d'Europe 1. Mais qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais si vous voulez... Bon, il a peut-être eu raison d'y aller. Moi, je pense qu'il avait raison d'y aller quand même.
parce que bon, on est encore dans l'idée que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Mais enfin, il y a un problème fondamental. Bon, il y a 269 000 habitants en Nouvelle-Calédonie, il y a 41% de Kanaks, ils sont minoritaires, mais on leur a trouvé un statut, enfin comment dire, on leur a donné un système électoral qui fait qu'ils sont majoritaires dans les urnes. Hein. Mais c'est un système qu'on a dit qui devait être provisoire. Il y a eu 3 référendums. Le dernier, ils ont perdu, mais enfin c'est vrai qu'ils l'avaient boycotté, mais ils l'avaient boycotté aussi parce qu'ils savaient qu'ils le perdraient. Et donc ces 3 référendums ont dit on veut rester en Nouvelle-Calédonie avec apparemment ce système électoral qui leur donnait la majorité. Bon, ils veulent garder ce système électoral. Bon, c'est comment dire, c'est un système qui est antidémocratique, anticonstitutionnel. C'est le droit du sang qui prévaut. On a exclu, comment dire, si vous regardez la Constitution, enfin on peut pas, ça peut pas continuer. Bon, en même temps. Donc faut voter le texte. Il faut voter le texte, mais en même temps, c'est vrai qu'il faut faire attention. Ah. Ben oui, c'est-à-dire que, c'est comment dire, c'est un délit de démocratie, ce texte. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire parce il fallait rétablir le calme et c'est fondamental. Donc c'est une espèce de côte mal taillée. Mal taillée, etc. Et puis, c'est vrai que la solution, quand on voit le niveau de violence, la solution, c'est peut-être encore de reporter indéfiniment. Vous voyez ce que je veux dire? De fait, de toute façon, là, Emmanuel Macron a dit qu'il était en clair, je traduis, ce sont pas ces mots, mais je traduis, urgent d'attendre. Hein. Donc, oui, mais ça, il incite les loyalistes et les indépendantistes à dialoguer, ce qui veut dire ce que ça veut dire. La situation est affreuse, parce qu'il est reparti, l'ordre n'est toujours pas rétabli, il y a toujours des barrages partout, enfin, vous savez très bien, comment dire, ça n'est pas réglé, cette affaire. Et c'est ça qui est, comment dire, un peu angoissant, parce que la Nouvelle-Calédonie, je veux pas dire que c'est la France, c'est une colonie. On n'a pas forcément toujours été très élégant. La Nouvelle-Calédonie, c'est une colonie. Non, pas la France. C'était une colonie. Ah oui, c'était une colonie, pardon. Utilisons l'imparfait, parce que ce n'est plus une colonie. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour. Attendez, après les accords de Matignon par Rocard en 1988 et ceux de l'accord de Nouméa de Jospin en 1998, il y a beaucoup d'argent qui a été déversé. Comment dire, on a reconnu le droit coutumier des Kanaks, etc. Comment dire, oui, la Nouvelle-Calédonie a beaucoup changé. Tout ça, en grande partie, a été détruit. Hein. Si les chiffres sont vrais, s'il y a eu 1 milliard de dégâts, vous voyez ce que ça veut dire sur une ville de 269 000 habitants. Ça se compte en centaines de millions d'euros. On entend encore que le président repart, mais il y a des maisons qui ont encore brûlé. Enfin, voilà, l'histoire n'est pas finie. Donc, il y a intérêt à apaiser et à parler. Le problème aujourd'hui du pouvoir, et c'est pas de sa faute, ça, faut pas lui mettre tout sur le dos, il n'y a pas d'interlocuteur. Du temps de Rocard, il y avait un grand chef indépendantiste qui était un homme, comme disait Rocard, d'ailleurs de réconciliation, un homme généreux. Rocard l'adorait. Il était assassiné par un Kanak radicalisé l'année suivante, après les accords de Matignon, c'est-à-dire en 1989. Mais Jean-Marie Djibaou, il n'est plus là. Et vous avez des espèces de collectifs mafieux, plus ou moins aux mains de l'Azerbaïdjan, ou je sais pas quoi, avec des drapeaux azéris. Enfin, c'est très folklorique, et c'est atroce, parce que là, c'est clair qu'on a des images qui ressemblent beaucoup à ce qui se passait jadis au Liban. Franz-Olivier Gisbert. J'espère que c'est pas le début de la libanisation de la France. Non, je crois pas. Auteur de Histoire intime de la Ve République, spécialiste de la Ve. Bon, Marie-France Garot est morte, ancienne conseillère de Pompidou et de Chirac, avant d'être déçue par Jacques Chirac. Je voudrais qu'on réécoute cet extrait de Cartes sur table en 1981. Marie-France Garot, interrogée par Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach, à qui on pense évidemment. Elle donne sa définition du gaullisme, du vrai gaullisme, le gaullisme de la guerre. Écoutez-la. Vous voyez, moi j'avais 6 ans en 1940. Par conséquent, je n'ai pas connu ce qui pour moi est probablement ce qu'il y a de plus grand et de plus beau et de plus exigeant, c'est-à-dire le gaullisme de la guerre. Le gaullisme de Londres et de la résistance. Le gaullisme intransigeant, exigeant et solitaire. C'est pour cela que quand on me demande si je pense que je suis gaulliste, je réponds que je n'oserais jamais le dire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette humilité, alors. Écoutez, ils sont responsables de leurs propres propos.
Il y en a beaucoup qui n'ont pas votre humilité, soulignait Jean-Pierre Elkabbach. Voilà, elle dénonçait en clair le faux gaullisme, le gaullisme édulcoré. Elle avait été déçue ensuite par la droite traditionnelle, Marie-France Garot. Oui, elle dit qu'elle avait voté Marine Le Pen en 2017. Oui, oui, absolument. Elle faisait beaucoup de bons mots et franchement, pour les journalistes, c'était du bon pain. Il y avait des formules comme ça, par exemple, aujourd'hui sur l'Europe. L'Europe est un berceau vide où il n'y a pas d'enfants. Et puis alors, sur Chirac, dont elle avait été la conseillère, elle prétendait presque qu'elle avait été son cerveau, mais c'était pas le cas parce que Chirac avait un vrai cerveau, contrairement à ce que pensaient beaucoup de ses conseillers. Il était même très cultivé. Et je croyais que Jacques Chirac était du marbre dont on fait les statues. En réalité, il est fait de la faïence dont on fait les bidets. Non mais vous voyez, c'était le genre de... Elle n'avait peur de rien et on avait droit sans arrêt quand on la voyait, c'est pour ça qu'on adore la voir tous, à des petites phrases comme ça sur les uns, sur les autres. C'est une autre époque, vous savez, c'est une époque, alors de ce point de vue, moi je regrette beaucoup quand il y avait justement en politique des gens comme ça, c'est-à-dire des personnalités fortes. Et là c'était en 80 parce qu'elle avait été candidate à la présidentielle. Des fiers à bras, des forts en gueule. Ça, si vous voulez, ça nous change un peu de ramassis d'ectoplasme, parce qu'il y a beaucoup de ça quand même. Et vous reviendrez pour nous en... oui, voilà. Vous reviendrez pour nous en parler. On reviendra pour en parler. Merci beaucoup Franz-Olivier Gisbert. Merci Romain Desarts. Voilà, invité de la grande interview sur CNews et Europe 1. Très bonne journée à vous, à bientôt. Merci.